nous sur ce plateau pour en parler. Dorota Sidbon, bonsoir. Vous êtes membre du collectif citoyen handicap. Jean-Louis Garcia, bonsoir à vous. Vous êtes président de l'association pour adultes et jeunes handicapés. Gilles-Marie Vallet, vous êtes pédopsychiatre, auteur de 101 règles d'or de l'éducation bienveillante. Enfin, Bénédicte Kehl, bonsoir. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère nationale en charge des questions relatives à la scolarité au sein de l'association des paralysés de France. Merci à tous les quatre. Il y a plusieurs problématiques que ce reportage illustre très bien. Je voudrais qu'on les aborde un par un. D'abord, cette question des AVS. Dans le cas de cette famille, elle change tous les ans. Est-ce que c'est un problème récurrent, Bénédicte Kehl ? Oui, c'est un problème récurrent, simplement parce qu'effectivement, il y a deux types de contrats à l'heure actuelle pour être auxiliaire de vie scolaire, et une partie d'eux, qui est encore la majorité, ce sont des contrats aidés. Et donc, du coup, on est dans une problématique, effectivement, plutôt d'accompagnement à l'emploi, avec des problèmes de recrutement de ces personnes. On ne peut pas les recruter, en fait, en février-mars pour préparer la rentrée, alors qu'il faudrait effectivement penser à préparer la rentrée très en amont. Et du coup, c'est effectivement aussi des contrats courts. C'est des contrats de maximum 2 ans. Voire même effectivement 1 an renouvelable. Donc les familles peuvent subir du coup ce genre de désagrément. Ce qui pose un vrai problème de suivi pour l'enfant, évidemment. Ah ben oui, moi en tant que maman d'un enfant autiste, j'ai l'impression que la loi 2005 nous a ouvert droit à une torture administrative. En réalité, parce que un organisme décide si votre enfant peut aller à l'école et s'il peut avoir une auxiliaire de vie scolaire. Un autre organisme la recrute et un troisième, l'école l'accepte ou pas. Et donc c'est une sorte de loterie à laquelle vous jouez quotidiennement. Donc soit vous n'avez pas de moyens et vous subissez votre sort. Vous attendez, vous écrivez au mois de février, au mois de mars, et vous attendez. Parfois on vous dit non, parfois on dit oui. Et c'est pas une garantie que le 1er septembre, vous allez retrouver une AVS à l'école. Parfois, vous arrivez avec votre enfant, vous l'avez préparé, vous lui avez parlé pendant 1 mois, 2 mois, tu vas aller à l'école comme ta sœur, comme ton frère. Vous les trouvez les jours J devant l'école, et puis on vous dit « Ah ben non, elle n'a pas été recrutée, madame, il faut attendre. » Jean-Louis Garcia, il y a vraiment une double peine, une triple peine pour ces familles, pour ces parents qui ont un enfant handicapé, d'autant plus que régulièrement, ils doivent absolument prouver que leur enfant est handicapé. Oui, en plus, c'est le droit qui est posé, c'est le droit qui est bafoué. Chaque enfant de la République a droit à l'école de tous, c'est la loi de 2005. Et derrière, on n'a pas la mise en œuvre qu'il devrait y avoir. Il a besoin d'un accompagnement. L'accompagnement, ça se prépare en amont. Et ça doit pas être une loterie, c'est-à-dire au dernier moment dire ah oui, c'est pas prévu, c'est pas prêt, et donc il revient à la maison. Le gamin, il doit vivre avec les autres gamins de son âge, dans la même enceinte, avec les accompagnements dont il a besoin. Et de la même façon qu'il y a un enseignant dans la classe, il doit y avoir les accompagnements nécessaires pour qu'il puisse être avec les autres. Il est hors de question, mais malheureusement c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais il est hors de question que la rentrée se fasse pour tous les enfants le 5 septembre, et pour les enfants en situation de handicap, de façon aléatoire, 8 jours après, 15 jours après, 1 mois après, ou pas du tout. C'est le groupe classe qui rentre ensemble. Mais ça se prévoit en amont, ça s'organise en amont dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, double peine, oui, parce que si on n'organise pas les choses, il est stigmatisé, il n'est pas à sa place avec les autres. Quand il va arriver à l'école, les autres se demandent qui il est, pourquoi il arrive en retard. Et donc, on ne facilite pas les choses fluides et on fait souffrir les familles. Et on demande à la famille d'assumer les dysfonctionnements de l'éducation nationale, par exemple. Quand on est sur la société inclusive, l'éducation inclusive, c'est pas à l'enfant à s'adapter, c'est pas à la famille à s'adapter, c'est à l'école à s'adapter. Et ça se prépare, ça s'organise en amont. Gilles-Marie Vallet, il y a la question de la personne physique qui va accompagner de l'enfant, et quand les parents ont la chance d'avoir une AVS, il faut aussi que cette AVS soit bien formée et qu'elle ait un comportement adapté psychologiquement. Il y a un travail à faire aussi pour ces accompagnants. Tout à fait. C'est aussi pour ça que ça pose question, le changement régulier des AVS, parce qu'effectivement, il y a la formation théorique dont elles devraient bénéficier, dont elles ne bénéficient pas forcément, et même assez rarement. C'est-à-dire, elles ont combien d'heures de formation ? Elles sont formées quand même, ces AVS ?
60 heures. Une soixantaine d'heures de Ça formation. dépend. Voilà, quand elles peuvent en bénéficier, certaines démarrent un peu sur le terrain. Alors après, l'expérience de terrain aussi est valable. Mais effectivement, lorsqu'on change chaque année ou lorsque on passe d'un enfant à l'autre, cette expérience de terrain, finalement, on ne peut pas s'appuyer dessus. Alors qu'effectivement, avec le handicap, il y a aussi besoin d'une connaissance de l'enfant. C'est-à-dire que on a une politique intégrative et à la fois, je crois que cette intégration doit prendre en compte le fait que justement, chaque enfant est différent et là, ce dont il est question, c'est justement d'enfants différents à qui il faut pouvoir apporter une aide adaptée. Mais j'ai envie de dire, ça pose même la question du recrutement de ces AVS. Est-ce que ce sont des personnes qui ont une vocation, qui sont dévouées à cette cause, qui ont vraiment envie de faire ce qu'elles font, ou est-ce qu'ils le font par défaut, Dorota Sidbon, par rapport à l'expérience que vous avez vécue? L'expérience que j'ai avec les mamans que je connais, ce sont des personnes recrutées, les personnes sans emploi, plus ou moins. Si vous Donc voulez. ils font ça par défaut. Un petit peu. Pour qui c'est pas du tout une vocation. Il n'y a s'occuper aucune de- formation qui est, si vous voulez, exigée. Et ces personnes-là se retrouvent là souvent sans savoir ce qui est, par exemple, autisme, ce qui est handicap, ce qui est... Donc, quand il s'agit d'un handicap purement moteur, si vous voulez, ça peut être facile. Mais quand il s'agit de l'autisme, c'est tellement pointu l'accompagnement que le fait que vous avez une AVS, c'est pas forcément une solution, parce que vous pouvez vous trouver avec une personne qui sait absolument pas ce qu'elle va faire avec cet enfant. Donc, elle va finir par s'absenter parce qu'elle supportera mal la situation, se mettre en arrêt maladie, son contrat est précaire, il va s'arrêter. Donc, parfois, vous allez avoir plus de problèmes en ayant qu'en n'ayant pas, parce que le problème ne sera pas résolu. On vous appellera, il faut venir à l'école, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas là, parce que demain elle ne sera pas là, parce qu'elle est démotivée, parce que ça lui plaît pas, parce qu'en fait c'était pas pour ça qu'elle était faite. Et puis même si elle est... Moi je suis dans une situation où j'ai décidé de ne pas jouer à cette loterie, et j'ai employé une AVS formée, une psychologue qui a Bac+5, Que vous avez dans trouvé, l'autisme. vous, toute seule? Je l'ai recrutée moi-même et je la paye moi-même. Donc, qui représente un budget énorme. Ça représente un budget énorme, je la paye. Et si vous voulez, si vous tombez sur l'école qui est réfractaire, ce qui était mon cas, on va procéder à un petit harcèlement moral de votre AVS. Donc, on va lui dire, il faut être tout le temps à côté de l'enfant, vous n'avez pas le droit de sortir votre portable à la récréation. Donc, si vous tombez sur une personne qui est un petit peu fragile, ça aussi, ça peut être compliqué parce qu'elle peut tout simplement abandonner. Bénédicte Kell, quand on entend Dorota Sidbon, on a vraiment l'impression que l'État est totalement défaillant sur la question du handicap à l'école. Est-ce que c'est le cas? Non, je dirais quand même pas qu'il est. Votre constat n'est pas si négatif. Non, il n'est pas complètement défaillant. Juste pour donner un chiffre pour nos téléspectateurs, 3280 enfants n'avaient pas d'AVS à la rentrée, mais ça représente, j'ai envie de dire, seulement 2% des enfants concernés. Donc 98% des enfants qui ont besoin d'une AVS en avaient une à la rentrée. Tout à fait. Oui, c'est ça, je veux dire. Il y a effectivement... Et tant qu'il y aura des contrats aidés, de toute façon, il y aura toujours ce problème de recrutement. Je veux dire, la façon de s'en sortir, c'est de pérenniser ces contrats, c'est une évidence. Alors, ça commence à se faire avec la mise en place des accompagnants pour l'éducation des enfants handicapés, les AESH. Mais effectivement, il faudrait qu'il y ait que simplement ce type de contrat. Le problème, il est plus dans le type de contrat auquel on a recours, qui de toute façon empêche quelque part, gêne tout problème de planification, d'embauche, etc., fait qu'on a des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées, qui ne sont pas forcément formées, etc., alors qu'il faudrait des contrats pérennes avec des personnes formées d'un niveau suffisant. Déjà, les pourcentages que vous donnez sont faux. Sur les chiffres officiels de l'Éducation nationale, effectivement. Ça, c'est les chiffres officiels de l'Éducation nationale. Il ne faut pas oublier que parfois, c'est une scolarisation une heure par semaine. Donc, si vous voulez, on se moque un peu de la temps partiel. Très, très, très partiel. Et puis, les chiffres sont faux, parce que AVS notifié, ça ne veut pas dire AVS présente. Donc, par exemple, les chiffres qui ont été récemment, si vous voulez, demandés par Collectif Citoyen Handicap, parce qu'on a demandé une petite enquête auprès de parents, via réseaux sociaux. Par exemple, sur 3000 enfants en Alsace, il y avait 600 AVS recrutés. Donc, on est très loin des 98% d'enfants bien accompagnés d'AVS. Alors, je vous le disais, ce matin se tenait le premier comité interministériel du handicap sous le quinquennat Macron. Sophie Cluzel, qui est donc la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, y a fait plusieurs annonces ou confirmations, notamment la création de 8000 nouveaux postes d'accompagnants.
Sophie Cluzel veut non seulement poursuivre la professionnalisation des AVS, comme vous le disiez, mais elle veut aussi que ces auxiliaires puissent accompagner ses enfants en dehors de l'école, c'est-à-dire pendant les activités périscolaires, par exemple. Je vous demanderai dans un instant si ça va dans le bon sens, mais je voudrais d'abord qu'on écoute Édouard Philippe, qui a, semble-t-il, pris la question à bras-le-corps lui aussi. Se poser des questions en matière d'accueil dans les structures de petite enfance, puis d'accompagnement à l'école, que ce soit le primaire, le secondaire, le lycée et l'enseignement supérieur. Et l'ensemble des ministres compétents étaient présents ce matin, ou représentés, puisque monsieur le ministre de l'Éducation nationale est à New York avec le président de la République, afin de réfléchir aux moyens concrets pouvant être mis en œuvre pour améliorer, là encore, pas simplement l'accueil dans telle ou telle classe, mais le suivi, et notamment pour éviter ce que tous les parents d'enfants en situation de handicap connaissent ou ont connu, les ruptures dans les parcours. Jean-Louis Garcia, est-ce que pour vous ça va dans le bon sens ? Est-ce que vous sentez que ce gouvernement en particulier est en train de prendre les mesures qu'il faut pour les enfants handicapés à l'école ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que annoncer des choses, c'est bien. Les mettre en œuvre, c'est beaucoup mieux. Alors, on parlait des rythmes scolaires. Il y avait une évolution de la journée scolaire. Et on se rend compte qu'un enfant en situation de handicap est peut-être plus fatigable que les autres. Et donc, mesurer qu'ils ont besoin d'assimiler, comme les autres enfants, plus lentement les choses et avoir des temps de récupération, ça allait dans le bon sens. En tout cas, c'est ce que disent tous les chronobiologistes depuis des années. Les enfants en situation de handicap, dans ces rythmes scolaires, au début, ont été oubliés. C'est-à-dire, ils avaient leur période scolaire, puis ensuite la partie périscolaire, on dit, bon, c'est pas prévu, tu rentres à la maison, on va organiser des choses comme ça. Petit à petit, ça a avancé et ça s'est mis en œuvre. Et qu'est-ce qu'on voit en juillet ? En juillet, on change l'affaire des rythmes scolaires et on repart sur une autre organisation de la semaine. Et ce qui est grave, c'est que ces changements d'orientation, un coup on va dans un sens, un coup on va dans l'autre, ça met en difficulté tous les enfants et plus particulièrement les enfants en situation de handicap qui ont besoin de davantage de soins, de davantage d'accompagnement, de davantage de pérennité dans le type d'accompagnement. Voilà les difficultés que nous avons. Alors, les auxiliaires qui les accompagnent, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient rémunérés dignement et qu'ils soient dans cette action parce qu'ils en ont envie, parce que c'est un goût, parce que c'est un engagement et non par défaut. Parce qu'on leur demande aussi quelque chose de difficile. On ne leur demande pas de faire à la place de l'enfant. L'objectif de l'école, c'est donner à l'enfant des outils pour devenir autonome, pour s'émanciper. Pour un jour s'assumer. Pour un jour s'assumer. Donc il faut que l'auxiliaire soit capable petit à petit de s'effacer de façon à ce que, au bout du bout, à la fin de sa scolarité, l'enfant en situation de handicap, comme tout enfant, puisse voler de ses propres ailes avec les accompagnements, parce que enfant handicapé, il a besoin d'accompagnement. Puis il y a une question qui est posée, c'est la question des moyens pour les familles. L'école de la République, elle est gratuite. Mais bien sûr, elle est gratuite. Si une famille doit financer l'accompagnement, on va à l'envers. On n'est pas dans une méthode républicaine. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans 80% des cas. Et ce qui va faire des exclusions. Il y a déjà exclusion. J'ai pas l'argent pour financer l'accompagnement, et donc il reste à la maison, et donc il peut pas aller à l'école, et donc il peut pas être avec les... On est dans l'exclusion et c'est extrêmement scandaleux que ces choses-là puissent arriver aujourd'hui. La loi de 2005, c'est il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Si on parle d'égalité française, Gilles-Marie Vallée, vous êtes d'accord ? Oui, alors... Là où je nuance un peu, c'est qu'il y aurait des possibilités, mais il y a aussi d'énormes freins, je dirais, administratifs. C'est-à-dire que comme tout doit passer, tout passe par la MDPH, et à juste titre, parce qu'il y a quand même eu des améliorations plutôt positives, mais comme tout doit passer effectivement par ce filet administratif, c'est des retards, c'est des dossiers qui s'accumulent, c'est des demandes effectivement souvent presque aberrantes aux parents. C'est-à-dire qu'un enfant qui, une fois qu'il est enregistré à la MDPH, on peut se demander pourquoi tous les 2 ans, on va lui demander de refaire des examens, de reprouver entre guillemets que l'enfant est handicapé, alors que bon, par définition, un handicap, généralement, il est rare qu'il se guérisse. Alors pourquoi ils font cela ? Quelques années. Il y a eu des abus ? Il y a quelque chose qui justifie cette lourdeur administrative ? Il n'y a aucune justification, justement. On vous dit, on a énormément de dossiers à traiter. Excusez-nous, madame, on est tard. Donc moi, j'ai une fois devant
devant un guichet comme ça, j'ai dit, mais donnez les autorisations pour 3 ans, vous aurez 3 fois moins de dossiers, tout simplement. Parce que vous savez qu'un enfant myopathe ne sera pas, dans 3 ans, un enfant en bonne santé. Et c'est pareil pour tous les handicaps. Handicap, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Même si les enfants autistes, qui sont véritablement pas les enfants handicapés, mais différents, mais on sait que c'est une pathologie qui dure dans le temps et qui va durer. Donc, il est inutile. Donc, il y a des aberrations. Oui, donc si vous voulez, vous êtes tout le temps dans les dossiers. C'est-à-dire, on vous donne une identification au mois d'août qui est pour 1 an. Au mois d'avril, on vous envoie déjà un rappel parce qu'il faut déposer un nouveau dossier. Vous attendez 4 mois, la réponse, 5 mois, 6 mois, ça dépend de la MDPH. Ouais. Donc, vous avez peut-être 4 mois de répit sans dossier. Alors, il y a 2 choses qui sont en route en ce moment, qui ont été mises en route par ce gouvernement. D'abord, ce 4e plan autisme qui va durer 6 mois, une concertation qui a été lancée à partir de juillet. Et puis, à l'automne, un chantier dit de rénovation de la professionnalisation des accompagnants qui va être lancé. Que faut-il en attendre, Bénédicte Kell ? Il faut en attendre, effectivement, d'éviter toutes ces solutions qu'on voit là. Je veux dire que madame soit obligée d'embaucher elle-même quelqu'un, c'est juste inacceptable. Enfin, je veux dire, c'est quand même le rôle, effectivement, de la collectivité publique d'accueillir tous les enfants en situation de handicap, qu'ils aient besoin ou pas d'accompagnants. Je veux dire, là, il y a effectivement toute une réflexion à avoir. Je veux dire, le papa, là, dans le reportage, il faisait référence aussi au fait qu'il était seul une fois chez lui. Qui pouvait aussi avoir envie, effectivement, d'avoir quelqu'un qui l'aide au moment de la douche de son enfant. Ça, c'est fatigue, la lassitude. La lassitude, je veux dire, il est typiquement ce qu'on appelle un aidant familial. Je veux dire, il n'est pas simplement parent, il est aussi aidant familial. Je veux dire, à partir du moment où on fait quelque chose, donner à manger à son enfant jusqu'à 3 ans, 4 ans, c'est déjà un peu long. Mais je veux dire, voilà, je veux dire, ça peut arriver, exactement. Je veux dire, mais être encore obligé de lui donner à manger quand il a 10 ans, 15 ans, être obligé de donner sa douche, etc., c'est des choses, on n'est plus dans un rôle de parent, là. On est dans un rôle d'aidant familial. Et c'est un métier. C'est pas forcément un métier, mais c'est quelque chose, c'est une tâche supplémentaire. Et ça, par exemple, effectivement, je veux dire, avoir une aide humaine, une auxiliaire de vie qui vienne s'occuper de doucher son enfant je sais pas quel âge il a. Il a 5 ans. Il a 5 ans. Donc, je veux dire, voilà, à un moment, un parent est en droit d'estimer que c'est plus à lui de le faire. Y compris parce que, en termes de pudeur, en termes d'intimité, de relation avec son enfant. Sauf que, à l'heure actuelle, pour avoir des aides humaines à ce niveau-là, une PCH enfant, une prestation de compensation du handicap qui prend réellement en compte les besoins d'un enfant, ça n'existe pas. Ça a été fait pour les adultes, ça a été ouvert aux enfants. Mais il n'y a rien de pensé spécifiquement pour les enfants. Gilles-Marie Vallet ? Oui, mais c'est important de le souligner. C'est-à-dire que ça a été pensé pour les adultes, ça s'ouvre aux enfants, mais c'est pas mis en place. Et c'est là où on sent qu'il y aurait à la fois besoin de moyens, bien sûr, financiers, mais également d'assouplir, je dirais, un peu ce dispositif MDPH pour pouvoir permettre que se mette en place effectivement tout ce type de prestations effectivement compensatoires. Et cet accompagnement psychologique, j'en profite, puisque vous êtes pédopsychiatre, est-ce que vous êtes consulté ? Est-ce qu'on vous dit, voilà, il faudrait des parents qui lancent peut-être des appels à l'aide en vous disant, bon, il y a mon enfant à aider, mais moi aussi, c'est très compliqué pour moi au quotidien, et peut-être des instituteurs, des professeurs aussi qui vivent des situations compliquées parce qu'ils ont l'impression de peut-être trop s'occuper de l'enfant qui est handicapé dans leur classe, et il y a une culpabilité qui peut aussi les accompagner. Est-ce que vous êtes confronté à ces questions-là au quotidien ? Au quotidien, bien sûr, en permanence. C'est-à-dire, même les enseignants les plus bienveillants sont souvent partagés entre l'intérêt individuel de l'enfant et évidemment l'intérêt du groupe classe. Et, comment vous les aidez ? Comme on peut. Alors, c'est vrai que sont prévues ce qu'on appelle des équipes de suivi éducatif qui permettent justement régulièrement de se concerter avec les parents, avec les enseignants, avec l'enseignante référente qui pilote un peu le projet pédagogique, pour justement permettre d'ajuster les choses, permettre de rassurer l'enseignant sur le fait que, bien évidemment, on a conscience du groupe classe dans sa globalité et qu'à la fois, c'est aussi important, et c'est pour ça que c'est indispensable qu'il y ait des AVSI qui puissent justement soutenir l'action de l'enseignant auprès de l'enfant. Mais c'est vrai qu'on
on est aussi en manque de moyens. C'est-à-dire que sur les dispositifs qui permettent le soin comme les CMP, les moyens sont très réduits. Pour adresser en libéral, c'est très compliqué parce que tous les soins ne sont pas remboursés, alors que il faudrait que la psychomotricité, par exemple, c'est tout bête, mais c'est très concret. Il faudrait que ça puisse être remboursé comme l'orthophonie, comme les psychothérapies qui ne sont pas non plus toutes remboursées. Jean-Louis Garcia, à l'allure de tout ce qu'on est en train de dire depuis le début de cette émission, est-ce qu'on peut se demander si les Français doivent carrément changer d'état d'esprit par rapport au handicap? Est-ce qu'il y a un problème d'état d'esprit français lié au handicap? Pour être clair, peut-être un peu direct, est-ce qu'on a honte? Est-ce qu'il y a un tabou? Est-ce qu'il y a des non-dits autour du handicap, en France particulièrement? La réalité historique, c'est que l'on a commencé par mettre les personnes en situation de handicap à part, à côté. Au lieu de les inclure, au lieu de les intégrer. Voilà, on n'est pas parti là-dessus. On se rend compte que d'autres pays ont fonctionné à l'envers. Aujourd'hui, alors au niveau des textes, au niveau de la réflexion, on est sur cette démarche inclusive. Mais c'est une révolution culturelle. Vous parliez des enseignants. Les enseignants, il faut qu'on les forme, et qu'on les forme à cette idée que naturellement, de façon tout à fait ordinaire, ils auront demain, aujourd'hui, des enfants en situation de handicap, tout handicap dans leur classe. Qui ne sera pas confronté à l'handicap dans sa vie? Ça veut donc dire que dans les formations d'aujourd'hui, des modules sont prévus pour les former au handicap, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, sauf que ces modules ne sont pas mis en œuvre très globalement. Et donc vous vous retrouvez avec un enseignant qui se pose les questions que vous posez, il n'a pas les outils, ou il n'est pas préparé à ça, alors que la règle aujourd'hui, un enfant en situation de handicap, après l'orientation, qui devrait être suivi, parce que vous avez raison, une fois qu'on a décidé qu'il fallait donner tel type d'accompagnement, il n'y a pas de suivi. Donc, c'est donné, terminé, point à la ligne. On a fait le job et après... Et on ne vérifie pas que c'est suivi des faits. Et c'est le suivi qui est important. Et au niveau de l'école, du collège, du lycée, de l'université, il faudrait qu'ils puissent vivre leur vie de jeunes dans notre pays et de jeunes en inclusion pour après trouver du boulot en fonction des compétences qu'ils ont acquises. Dorothée Sidbon, on les met de côté, ces enfants handicapés, on essaye de les cacher. Oui, parce qu'on essaye toujours, vous voyez, dans le discours, là même nous, automatiquement, on dit intérêt de la classe, etc. C'est l'enfant est scolarisé non seulement pour son propre intérêt, mais aussi pour l'intérêt de la classe. Parce que ça apporte aux autres, évidemment. Bien sûr, les enfants, moi, il m'est arrivé de dire à l'enseignante qui s'occupe de mon fils, est-ce que vous avez essayé d'intégrer d'autres enfants dans le projet? Elle m'a dit non. Et puis quand elle a essayé de faire, elle a vu à quel point les enfants étaient fiers de pouvoir aider Marek, de pouvoir lui apporter quelque chose. Nous avons, c'est beaucoup plus difficile d'éduquer un enfant qui a des problèmes, mais la fierté est aussi multipliée par 10. Et ça concerne le parent, ça concerne l'enseignante et ça concerne aussi les enfants qui sont dans la classe. Ils vont tous dans leur vie être confrontés à l'handicap un jour. Que ça soit avec les parents qui vont être atteints de maladie d'Alzheimer, que ce soit avec les proches qui vont avoir un accident, tous. Il n'y en a pas un parmi nous qui ne passera pas par cette case-là. La France est en retard. Est-ce qu'on parle beaucoup des pays scandinaves qu'on place en modèle, en exemple, parce que les personnes handicapées sont dans la rue, parce que juste déjà en termes de mobilité, elles peuvent se déplacer dans les rues parce que les équipements sont adaptés. La France est très en retard. Moi-même, je suis d'origine polonaise. Je suis polonaise et j'ai eu la chance d'exercer, de travailler en Suède. Et dans plusieurs pays, je suis médecin, c'est le troisième pays où j'exerce. Et par exemple, en Suède, si une maman d'un enfant handicapé décide de s'occuper de lui, elle fait le choix, elle est rémunérée par l'État comme une aide-soignante, comme une infirmière. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure. Ça lui permet d'avoir une vie professionnelle, cotiser pour la retraite, et en même temps, ça coûte 1000 fois moins cher à l'État qu'est mettre un enfant dans une institution. Parce que du coup, il n'y a pas ce remboursement Non, parce que vous avez toute la structure administrative à payer qui est mise de côté, parce que vous n'avez plus besoin de payer toute la machine administrative. Ça coûte beaucoup moins cher de soigner quelqu'un à la maison et de s'en occuper. Donc déjà, c'est purement, si vous voulez, économique. Oui, si déjà on regarde ça, moi, je dis, Bénédicte Hocquel, non ? Oui, moi j'ai envie de réagir parce que c'est attention à ce que ça reste un choix.
Tout à Ah oui, fait. bien Parce que, je veux dire, la Que ce première soit pas un choix chose, économique, vous dites, c'est ça. La première chose qui aide les familles, je pense que c'est le fait qu'il y ait les services adaptés qui puissent répondre aux besoins des enfants. Je veux dire, Mais bon, c'est vraiment, un je veux dire. exemple. Donc, voilà, je veux dire, il y a des parents pour qui ça peut être un choix. Il faut vraiment que ça reste un choix. Oui. Je veux dire, si une maman veut maintenir son activité professionnelle, il faut au contraire qu'il y ait tous les services à côté qui puissent lui permettre qu'elle puisse le faire en toute confiance, qu'elle puisse confier son enfant, qu'elle puisse aller travailler, qu'elle n'ait pas peur effectivement d'avoir un coup de fil parce que l'AVS n'est pas là et que du coup l'école ne veut pas accueillir l'enfant, ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Hein. Je veux dire, l'école, normalement, je veux dire, le fait de scolariser l'enfant, c'est pas conditionné à la présence de l'AVS. Non, on n'a Oui. pas Elle le est droit de- obligée mais d'intégrer ça aussi, l'enfant, même voilà. si l'AVS n'est pas là. Même si l'AVS est absente, je veux dire, l'école doit accueillir l'enfant. Je veux dire, là, on bafoue le droit quand C'est on a des l'obligation. situations. Il nous Ça, reste c'est une trentaine de obligation. secondes, oui, Gilles-Marie Vallée. Alors ça va être compliqué parce qu'à la fois, je voulais effectivement tout à fait aller dans votre sens. C'est-à-dire que c'est aussi important que les parents restent des parents et trop les professionnaliser en tant que soignants de leur enfant, ça parasite un peu les Et choses. ça biaise la relation Et parent. puis après, c'est effectivement dire que sur le plan purement de l'expérience, on voit que les situations peuvent être très très différentes d'une école à l'autre, d'un lieu à l'autre. Il y a des lieux où heureusement ça se passe bien, et notamment sur cette idée de partenariat d'enfants qui peuvent être responsabilisés en s'occupant d'autres enfants. Il y a parfois de très belles expériences. Et on va s'arrêter là. Merci Mais- infiniment à tous les quatre d'avoir été nos invités ce soir dans ce grand débat dont va plus loin. Place